Bien, bonjour. Donc, je m'appelle Serge Joly, j'ai une agence d'architecture qui est située à Marseille, installée à la Madrague de Montredon, sur la pointe sud de Marseille, dans le petit port de pêche. Donc, moi, je suis architecte praticien. Je suis enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. Et depuis une vingtaine d'années, je conduis une recherche que je qualifierais d'appliquée, une recherche appliquée sur deux thèmes principaux. Le premier, c'est celui du développement d'une filière de terre crue en Île-de-France qui a conduit à la réalisation de cycloterres, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et puis, depuis que j'ai créé l'atelier Serge Joly, je travaille aussi beaucoup sur la question de la combinatoire des matériaux naturels. C'est-à-dire comment associer les différents matériaux dont on a parlé pour qu'ensemble, ils participent d'un objectif de performance qui est à la fois sensible et quantitatif, quantifiable, ou par rapport à de la réglementation, ou par rapport à des enjeux, y compris économiques. Alors, je vais vous présenter deux projets aujourd'hui, mais avant de les présenter, je voulais faire une petite introduction rapide sur la question que vous m'avez posée, qui est la question de quel est le lien entre ces matériaux et l'écriture architecturale. C'est une question difficile, je vais essayer d'apporter des éléments comme je le peux, mais d'abord je voulais l'aborder de manière un peu générale. Et j'ai identifié trois renversements que je vous propose. Il y a un premier renversement, je crois, c'est le renversement de la relation entre la forme et la matière. C'est une question importante parce que ce qui a caractérisé l'époque moderne et l'époque industrielle, en gros, c'est la capacité de nos sociétés à transformer très lourdement par l'énergie les matériaux, et donc d'offrir aux auteurs, qui sont les architectes, un espace de liberté qui a été très grand, et qui, quelque part, nous a déconnectés de la question matérielle, qui a conduit en fait l'architecte à devenir un auteur de forme, et quitte à faire plier la matière derrière à ses propres exigences. Aujourd'hui, il y a un renversement, ce renversement, on en a parlé depuis ce matin, c'est que la matérialité est en réalité dans nos sociétés avec les enjeux d'émissions de carbone, mais aussi de ressources, est un choix premier. Et probablement qu'il ne faut plus faire plier la matière à nos exigences d'expression formelle, mais il faut considérer ces matières ressources comme une donnée d'entrée qui définit la forme et qui est une donnée consubstantielle de la conception du projet. Donc ça, c'est le premier renversement qui me semble important. Le deuxième, c'est un renversement sur, je crois, la question de l'héritage de nos environnements, des savoir-faire, des cultures constructives, de l'architecture vernaculaire, qui, elle aussi, a été mise à mal par l'époque moderne, parce que l'époque moderne a aussi été caractérisée par une rupture très forte qui consistait à dire que toutes les nouvelles techniques industrialisés balayaient les apports historiques et que tout ce qui était ancien était mauvais, tout ce qui était nouveau répondait à une société nouvelle, pleine de promesses et dans laquelle il fallait s'engager. Là aussi, on l'a vu, je crois qu'il y a un enjeu sur la réintégration en fait, de notre capacité à hériter et à inventer simultanément. Donc à être capable de réengager un lien, une observation, sur cet héritage, même empirique, des manières par lesquelles les cultures s'inscrivent dans des territoires. Il y a aussi une formidable espérance pour reconstruire un lien fort entre les territoires et les constructions, dans cette idée. Et enfin, dernier point de renversement, de bascule, je pense que c'est quelque chose qui a à voir avec la notion de durabilité. On en a parlé, mais la durabilité au sens de la durée. C'est-à-dire, comment faire durer des bâtiments qui sont pensés et construits avec des matériaux faiblement transformés, donc faiblement émetteurs de carbone, mais qui sont fragiles. Parce que le propre de l'industrialisation, ça a été de cuire les matériaux pour qu'ils soient extrêmement résistants et pour leur donner une durabilité dans le temps. Donc pour moi, il y a un enjeu aujourd'hui qui est très important dans la conception de l'écriture architecturale, c'est d'arriver à réintégrer l'idée que par le dessin, par le détail, par la conception, par les compétences de l'architecture elle-même, on arrive à mettre en œuvre des matériaux qui sont fragiles, mais à leur donner une durée de vie qui est très très longue. Et là-dedans, dans ce rapport un peu de durabilité au sens de la durée, je pense qu'il y a un des grands enjeux pour arriver à mettre en œuvre et pérenniser et crédibiliser ces matériaux.
OK. Donc maintenant, je vais vous présenter deux projets, pardon. Alors je passe. Voilà. Premier projet, c'est un groupe scolaire pour la mairie de Paris, qui est un groupe scolaire qui s'appelle le groupe scolaire Gare de Lyon-Daumesnil. Donc je vais vous le montrer très rapidement sous deux angles. L'angle que vous voyez à l'écran, c'est un angle sur la rue Georges Semprin, qui est la rue à l'arrière du site. C'est une implantation qui se fait dans une équerre, avec un bâtiment qui est en adossement sur un alignement urbain, dans une écriture assez massive et très parisienne, régularité des fenêtres, etc. Ici, on est en R+3. Et ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que ce bâtiment est construit essentiellement avec des matériaux bio et géosourcés, pierres massives, structure bois, plancher bois, terre, enveloppe paille, enduit plâtre, on en a parlé tout à l'heure, je vais y revenir, enduit terre plâtre à l'intérieur, cloisonnement en terre crue dedans. Donc c'est un bâtiment sur lequel je travaille depuis 5 ou 6 ans, qui a demandé beaucoup de recherche. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, il y a une écriture, donc je vais essayer d'aborder la question de l'écriture architecturale, il y a une écriture tout à fait particulière, avec un soubassement, des niveaux qui sont marqués par des bandeaux qu'on voit, un petit débord de toit en partie haute, un changement d'écriture dans les ouvertures quand on monte dans les étages. Et je vais y venir, je vais vous expliquer en fait pourquoi cette écriture, pourquoi ces expressions, pourquoi ces dispositifs constructifs et ces expressions architecturales. Mais et de l'autre côté, on a un bâtiment qui est beaucoup plus ouvert, parce que c'est une école en milieu urbain dense, donc assez élancée et assez haute, qui va jusqu'en R+5. Alors si on raccroche avec... c'est un bâtiment qui est instrumenté dans le cadre de POP 2030, qui sera instrumenté dans le cadre de POP 2030, parce qu'on est donc en dehors des techniques courantes, ça a été rappelé tout à l'heure. Les techniques courantes en paille, c'est jusqu'en R+2, là on est en R+5, ce qui soulève de nombreuses questions. L'autre point qui soulève de nombreuses questions, c'est faire une école dense avec un R+5 qui accueille groupe scolaire, crèche, dans un environnement qui est celui de la nouvelle doctrine pompier, pour ceux qui la connaissent à Paris, qui a été un frein énorme sur les développements des matériaux bio et géosourcés, parce qu'elle met des exigences sur la sécurité incendie qui sont très importantes, que moi je comprends, enfin je comprends tout à fait en fait la demande d'ailleurs. La question, c'est d'arriver à y répondre maintenant. Mais donc, sur ce côté-là, on a un angle qui est beaucoup plus ouvert, avec une cour d'école qui est donc orientée sur plein sud, de manière à pouvoir avoir l'espace extérieur qui bénéficie de la lumière. Donc on voit que la conception du projet, elle est liée aussi à des logiques bioclimatiques. Les circulations qui desservent les classes sont par l'extérieur, pour l'école en tout cas élémentaire. On le voit avec ce système de coursive extérieure qui permet aussi de protéger les façades qui sont orientées au sud. Et ces lieux de desserte sont aussi des lieux qui permettent d'accueillir de la pédagogie, qui est entre la classe et le lieu de la cour. Donc c'est un lieu en plus qui est assez large, on le voit sur les niveaux bas, et qui permet d'installer des tables dehors et de faire de la pédagogie. Donc il y a une écriture en tout cas avec deux faces assez différentes. Et quand ce projet a été élaboré, une des références importantes, je parlais tout à l'heure de l'héritage des cultures constructives, c'est cet exemple médiéval qu'on voit là à l'écran. Ouais. Et où, en gros, les systèmes constructifs qui sont employés dans le bâtiment qui donc va être réalisé, le chantier va démarrer dans 4-5 mois, c'est effectivement plutôt une référence médiévale. Alors l'idée, c'est pas de retourner à l'époque médiévale, évidemment, et puis vous allez voir le nombre d'enjeux réglementaires avec lesquels on a dû se confronter. Mais en tout cas, il y a finalement dans l'architecture telle qu'elle était constituée constructivement à Paris, à cette époque-là, des grandes familiarités. Les soubassements en pierre massive, les systèmes de structure bois à colombage avec des remplissages de torchis, les couvertures en ardoise. En fait, les ressources, finalement, n'ont pas tellement changé entre cette époque et aujourd'hui. On est un peu sur les mêmes enjeux de géographie, de sol, de capacité de l'espace naturel à nous fournir un certain nombre d'ingrédients, que ce soit la pierre calcaire. Donc là, on travaille avec une carrière qui est la carrière de Noyant, qui a une centaine de kilomètres de Paris. La paille, bon voilà, je ne vais pas développer, mais en Ile-de-France, il y a une ressource en paille qui est assez importante. Le plâtre, le sol est rempli de gypse. Ça a été
largement développé ce matin. Le bois, c'est une question un peu plus délicate, mais on travaille avec Fibois pour comprendre comment on peut développer des filières plus locales. Et la terre, j'en parlerai tout à l'heure, il y a eu cette démarche autour de Cycleterre qui a permis, en fait, à partir de terres qui étaient des déchets, de réaliser une fabrique de matériaux qui permet aujourd'hui d'utiliser, de mettre en œuvre ces matériaux et ces filières. Alors, la combinatoire des matériaux. En fait, la combinatoire des matériaux, c'est un peu la question de comment mettre le bon matériau au bon endroit. Je trouve que c'est une question hyper importante, c'est-à-dire, en termes d'écriture architecturale, quelles sont les performances de chaque matériau et où est-ce qu'ils sont disposés dans un bon agencement. Là, dans ce projet, on le voit, sur la partie de socle, on est avec une pierre massive. Première image en haut à gauche. Tout le squelette constructif du bâtiment est en structure bois. Les planchers sont des planchers constitués de structures bois et de caissons en terre, c'est-à-dire des caissons en fait, qui accueillent une masse pour traiter la question acoustique, j'y reviendrai. Comment je fais pour revenir en arrière là? Je suis trompé. En bas à gauche, toutes les enveloppes en paille, on les voit. Et après, des dispositifs de débord de toit qui, eux, sont avec un matériau naturel qui est l'ardoise, qui est un matériau qui est très parisien, qui est plus difficile maintenant en ressources à trouver, même en Normandie, c'est un vrai sujet. Mais en tout cas, il y a la nécessité d'avoir, à certains endroits, des matériaux qui sont de nature à vieillir correctement quand ils sont exposés aux intempéries et qui permettent de protéger les enveloppes qui, elles, sont plus fragiles, qui peuvent être en paille avec des enduits, ou y compris des enduits plâtre. Donc on le voit, et puis la question végétale qui est importante, parce qu'on est sur une cour oasis autour de la question des usages pour les enfants sur les lieux extérieurs. Mais on le voit, il y a une logique en fait du matériau dans l'endroit où il est disposé, pour que en fait, ces différents matériaux, plus que d'être additionnés, comme on le voit dans les architectures qui sont issues de l'ère industrielle, plutôt essayer de penser les matériaux dans une combinatoire, c'est-à-dire comment ils vont se combiner, comment ils vont collaborer pour atteindre des niveaux de performance qui sont ceux qui nous intéressent. Alors, quand on regarde une vue axonométrique du système constructif, on voit aussi tout de suite la familiarité avec les architectures médiévales parisiennes. On voit aussi la familiarité quelque part avec l'architecture japonaise, mais parce que en fait, l'architecture japonaise est faite de ces matériaux, avec des dispositifs très, très intelligents de mise en œuvre pour arriver à pérenniser cette matière dans le temps, dans les détails. Donc il y a des familiarités aussi qui viennent de là, de reprise de références historiques. Ça, c'est une vue en coupe. Alors, après, en fait, c'est un projet qui, dans ces espaces, est très contemporain. C'est-à-dire qu'on a des grandes portées, on a des espaces de classes qui sont totalement libérés de points porteurs. On a la possibilité d'ouvrir les classes entre elles pour pouvoir associer des pédagogies sur des lieux plus grands, avec des mélanges de classes, la possibilité d'aller chercher des espaces extérieurs. C'est une école aussi qui est assez... qui permet des pratiques de pédagogie nouvelles et alternatives. Voilà, alors je vais peut-être passer sur la question de l'enveloppe. Rapidement, je vois que le temps défile à toute vitesse. Mais je vais faire peut-être juste cadrer 3 détails techniques qui conduisent à une écriture architecturale, puisque c'était le sujet. Donc là, on voit le principe de l'enveloppe, très simple. D'ailleurs, c'est très proche de... On en a vu ce matin. On est sur un système constructif avec des poteaux en bois, un mur ossature bois avec des remplissages en blocs de paille qui sont posés sur le flanc, 37 cm d'épaisseur, un enduit extérieur au plâtre et un enduit intérieur qui est un mélange de plâtre et de terre. Ça, c'est le système constructif de base des enveloppes. On voit que l'épaisseur nécessaire est très réduite, autour de 44 cm à peu près. Donc très concurrentiel en milieu urbain, très concurrentiel de solutions composites qui atteindraient des épaisseurs à peu près similaires. Donc il n'y a pas de perte, on est sur quelque chose qui est totalement décarboné, voire carbone négatif, pour une épaisseur de paroi qui est très performante en termes thermiques et qui répond donc à ces exigences. Après, on est sur des enduits au plâtre. Donc je voudrais en parler un peu, ça a été évoqué ce matin. C'est quoi l'intérêt du plâtre sur de la paille, comme ça en extérieur? C'est qu'à la différence de l'enduit à la chaux, il micro-fissure, et les micro-fissurations sont des entrées d'eau dans la paroi. Le plâtre, il a une capacité, un peu comme une éponge, à absorber énormément d'humidité.
et à la perspirer très rapidement, à la transpirer. Donc en fait, les micro-fissurations qui sont un peu inévitables sur des solutions en paille, parce que la paille bouge, les micro-fissurations, dans le cas du plâtre, elles sont beaucoup moins gênantes parce que ce ne sont pas des entrées d'eau, en fait. Elles vont être absorbées et transpirées. Par contre, il ne faut pas dépasser le seuil du plâtre dans sa capacité à retenir l'eau. Si on dépasse le seuil du plâtre dans sa capacité à retenir l'eau, l'eau va rentrer dans la paroi. Et c'est pour ça que, on le voit là en bas à droite, à Paris, où il y a des milliers de bâtiments en plâtre, s'est développée l'écriture du bandeau parisien, typique, bandeau en zinc parisien, qui est l'expression de l'écriture parisienne. Cette expression de l'écriture parisienne du bandeau, elle est liée en fait à un dispositif combinatoire entre des matériaux disponibles, le gypse, et des dispositifs maîtrisés par les architectes dans les détails, pour arriver à faire perdurer la matière. Donc la reprise qu'on propose ici, c'est une reprise qui vise à éviter le ruissellement continu sur la façade, qui viendrait saturer en eau le plâtre, pour arriver à lui faire jouer son rôle de perspirance entre les périodes de pluie, les périodes d'aplats de pluie. Mais il faut absolument qu'on puisse rejeter l'eau et éviter son ruissellement sur une trop grande partie. Donc en fait, l'expression esthétique de l'architecture parisienne, c'est à la fois une écriture entre le soubassement, l'expression des étages, le couronnement, qui est une expression qui répond à un certain nombre d'objectifs de représentation aussi, mais c'est également un dispositif technique qui répond à des contingences matérielles. Et je pense que c'est important de comprendre ces choses-là parce que du coup, dans ces héritages et dans la compréhension du sens de la mise en œuvre de la matière, il y a une opportunité énorme pour les architectes à reprendre une place qui est la place de la compétence autour de ces matériaux. Parce que c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est de retrouver des compétences qu'on a perdues parce que notre société nous a complètement libérés de ces contraintes et on les a désapprises. Donc ça, c'est un exemple. Alors, autre élément important, on le voyait tout à l'heure, le dessin des fenêtres très régulières, en fait, il est lié au système constructif et il est surtout lié à un système de préfabrication. Parce qu'en fait, si on veut rencontrer les objectifs économiques aujourd'hui en construction paille, il faut arriver à optimiser le coût par la préfabrication. Donc tout le projet, il a été pensé en dessin aussi, pas comme un dessin comme le résultat final, mais comme un dessin comme le résultat d'un processus. Et ce processus, c'est celui de l'intégration de la préfabrication. Donc c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire quelle est la dimension des éléments qu'on peut préfabriquer, sur quelle largeur, comment on gère les descentes de charge, comment on intègre les fenêtres dedans, etc. Idem, on est en milieu urbain, il y a un enjeu énorme de risque d'incendie sur le chantier, pendant le chantier, avec la paille. Donc en fait, on travaille en préfabrication sur les premiers GOPTI qui sont appliqués en atelier, pour pouvoir en fait amener sur le chantier des matières qui sont déjà traitées par rapport aux intempéries à l'eau, mais aussi par rapport au risque incendie. Donc c'est un point important. Donc on le voit, la conception du projet dans son dessin, elle intègre aussi des problématiques qui sont des problématiques, j'ai envie de dire, de procédure constructive, quoi, ou de réduction des risques, ou de gestion de l'économie. Là, on voit du coup l'écriture du bâtiment. Alors pourquoi le socle en pierre ? Parce que en fait, la partie en paille qui est très isolante, en partie supérieure, elle est acceptable sur les niveaux supérieurs, mais en partie basse, elle est trop fragile dans un environnement urbain qui demanderait trop de sollicitations mécaniques. Donc on utilise de la pierre, mais à bon escient, parce que la pierre, c'est quand même de l'extraction. La question de la pierre massive n'est pas évidente sur le plan de la question de la gestion des carrières. Donc on l'utilise, mais vraiment là où elle est nécessaire, donc en rez-de-chaussée. Après, on a des développements qui sont similaires sur la question des planchers, avec une réinterprétation du plancher parisien, mais qui est... alors là, il y a un travail qui a été fait avec l'ASA, le bureau d'études acoustiques, qui travaille avec nous depuis longtemps, y compris sur Cycleterre, sur les recherches sur la Terre, pour arriver à développer des systèmes de planchers qui sont sans béton, qui associent du bois et de la terre pour arriver à atteindre des performances, parce que le problème des planchers bois, c'est qu'il manque de masse. Et donc, en fait, il y a une nécessité à réintroduire de la masse dans les planchers pour arriver à traiter la question acoustique. Donc, on travaille sur des combinatoires, des associations de matériaux qui, seuls, indépendamment, ne permettent pas d'atteindre l'objectif, mais qui, ensemble, le permettent. Il y a un truc que je n'ai pas dit qui est hyper important aussi sur l'enduit-plâtre, et plats de terre à l'intérieur, c'est que dans le cadre des études qu'on a fait par rapport aux nouvelles réglementations pompiers,
Les pompiers à Paris demandent des parois A2, S1, D0. Dans la présentation qui a été faite tout à l'heure, on voyait que la complexe en paille, c'est BS1, D0, ce qui est insuffisant. Ce qui a été négocié avec les pompiers, c'est de démontrer qu'au bout d'1 heure d'incendie, l'enduit à l'arrière du plâtre côté intérieur, plat de terre en fait, on a réussi à démontrer qu'on pouvait faire un mélange, était inférieur à 200 degrés après 1 heure d'incendie. Parce qu'en fait, 200 degrés, c'est la température de pyrolyse de la paille, c'est-à-dire que c'est la température à laquelle la paille se met en combustion sans même être au contact d'une flamme. À partir du moment où on leur a démontré ça, qu'on a démontré qu'il n'y avait aucun feu couvant possible, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vide de construction, un truc hyper important, pas de vide dans lesquels les feux couvants se baladent, ils ont accepté le principe. Et après, dernier point de focus, c'est la question de l'utilisation des cloisons en terre crue à l'intérieur. Donc en fait, les cloisons sont réalisées en ossature bois et en torchis de terre crue. On a travaillé avec le BE Terre, avec Martin Pointé, je crois qu'il était aussi engagé sur le projet qui a été présenté avant. Et en fait, on a des catégories de cloisons qui correspondent à des objectifs de performance au feu ou des objectifs acoustiques. Et chaque cloison a été pensée dans ses classes d'emploi pour des performances particulières. Là, on voit un exemple de cloison où on va faire des essais sur le chantier pour démontrer que la terre constitue un écran au feu sur un isolant biosourcé. Vous savez que c'est impossible aujourd'hui de faire une cloison en terre crue avec un isolant biosourcé. La réglementation ne le permet pas. Il faut démontrer que la terre permet de faire un écran au feu 15 minutes. On a prévu les essais qui seront réalisés dans le cadre du chantier. Et la terre, donc c'était sur la ressource, mais je vais passer rapidement parce que là, le temps est passé. Mais en fait, la ressource terre, c'est toute une aventure à Paris. Je vous engage à aller voir le site internet de Cycleterre qui raconte cette aventure incroyable qui a conduit à des financements par l'Europe, Urban Innovative Action, 5 millions de financements, pour construire ce bâtiment qui est un bâtiment qui traite du recyclage des terres de déchets pour en faire des matériaux de construction. Un bâtiment dont on a fait la conception et la réalisation et qui est construit avec les matériaux, avec la terre du projet. Et après, j'avais un projet sur la naturothèque, mais c'est peut-être trop tard là. Peut-être tu me dis, c'était 5 minutes. Alors, non, mais parce que en fait, je voulais pas rester sur un projet parisien. Je voulais quand même dire que on peut le faire ici, évidemment, voire même en fait les filières locales sont plus constituées ici que dans la région parisienne. Il y a énormément de potentialités ici. Donc, on travaille par exemple sur ce projet qui est à Istres, qui est un marché public qu'on a gagné il y a quelques années. On a fini le développement des études. On est en attente du lancement de l'appel d'offres pour les consultations. Donc c'est un projet très local qui a été développé avec certains des acteurs qui sont ici, parce que Gojard fait partie de l'équipe, Domaine aussi, dans un site naturel qui est le parc de l'Olivier, sur les bords de l'étang de l'Olivier, donc un site assez intéressant, avec la présence de l'eau. Il y a un réseau hydrographique qui est présent. On le voit là. Et voilà, un projet qui s'intéresse à la question du paysage et de l'architecture. Donc, en fait, on traite l'ensemble du site au niveau paysager. On voit l'intervention bâtimentaire qui est en haut à droite. On a cherché à placer les bâtiments le plus près de la route pour ne pas aller coloniser ou prendre trop d'emprise sur l'espace naturel. Et après, l'implantation du projet se fait un peu comme une cour de ferme, dans une architecture qui est très proche de l'architecture rurale, avec un alignement de bâtiments sur la rue, et puis on le voit, un jardin qui est plus anthropisé, qui est un jardin en fait de mise en contact entre les enfants et des animaux, je vais y venir. Et le reste du site est en fait des paddocks, des lieux de pâture pour les animaux. Et le programme, on le voit là, c'est un programme que moi je trouve vraiment intéressant, qui a été développé par la mairie de Istres. C'est pas nous qui avons fait le programme. Mais il y a un centre de ressources avec des salles de classe pour accueillir des activités d'école hors les murs, pour emmener les enfants aussi découvrir des espaces naturels, pouvoir les accueillir, pour pouvoir faire classe. Il y a une ferme pédagogique qui est en haut, à gauche. Il y a à gauche un grand préau qui est en lien avec le parc, qui est un lieu, qui est une ombrière en fait, qui sert à pouvoir venir déjeuner quand des familles veulent profiter du parc. Il y a une cour centrale qui est une cour de contact entre les enfants et les animaux. Il y a à droite une très grande serre
de production agricole qui sert en fait à développer toute la production agricole de la métropole, de la communauté de communes. Et puis après, il y a des bâtiments, on va dire, plutôt servants. Donc ça, c'est le bâtiment au niveau de son écriture. Donc on retrouve là une écriture qui est assez, rurale quelque part, du fait de son usage, du fait de son programme, du fait de sa localisation, qui est faite en tout cas en extérieur de bardages bois, des bardages bois qui sont pré-grisés avec des huiles de lin et des pigments naturels, des débords de toit qui permettent de protéger des intempéries, de rejeter les eaux dans les noues par rapport au réseau hydraulique qui a été mis en place, et puis l'organisation autour de la cour, du vide, parce que dans ces projets, il y a la question des constructions, mais aussi la question des vides qui me semble absolument essentielle. C'est le sens de l'architecture. Donc on voit deux types de bâtiments, des bâtiments pour les hommes, des bâtiments pour les animaux, avec deux traitements différents. Voilà, une vue sur la zone de contact entre les enfants et les animaux, avec la ferme pédagogique qui est en fond d'image. Et puis, c'est surtout ça que je voulais vous présenter. Donc ça, c'est le système constructif. Donc c'est un système constructif, on le voit avec des charpentes bois des Alpes, des systèmes d'isolation avec de la balderie de Camargue dans des couvertures en tuiles de terre cuite, chevronnage bois des Alpes, les façades, bottes de paille, de la plaine de Berre, des enduits intérieurs en terre crue. Là, on arrive à démontrer des écrans au feu suffisants sans mettre du plâtre. Donc on reste sur de la terre crue parce que du coup, il y a moins de bilan carbone, même si le plâtre, ça a été rappelé, est cuit à basse température. Et après, sur l'extérieur, on est sur les enveloppes en bois. Voilà, je voulais montrer ça. J'ai fini. Merci.